Un silence de mort s'installa à table pour le dîner de Thanksgiving lorsque je fis l'annonce. 23 novembre 2012, 18h47. Je quitte la fac, dis-je en posant ma fourchette. La main de ma mère se figea à mi-chemin de sa bouche. Mon père posa son verre de vin avec un bruit sec. Ma sœur Jennifer me fixa comme si je venais d'annoncer mon entrée dans une secte. Quoi? Mon père a dit, j'arrête. Je quitte Northwestern à la fin du semestre. Rachel, a dit ma mère prudemment, c'est une blague. Pas du tout. J'ai déjà envoyé les papiers. Mais tu es en deuxième année, a dit Jennifer. Tu es à la moitié du cursus. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je déteste ça. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais voulu. Je déteste ma spécialité. Je déteste mes cours. Je suis malheureuse et je gaspille votre argent. Qu'est-ce que tu gaspilles? A dit mon père, la voix s'élevant. Ton avenir. Tu te rends compte à quel point c'est sélectif d'entrer à Northwestern? Combien de personnes tueraient pour avoir ta chance? Alors ils peuvent l'avoir. Rachel, sois raisonnable, a plaidé ma mère. Tous les étudiants se sentent parfois dépassés. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Je n'abandonne pas. Je choisis une autre voie. Quelle voie? A demandé Jennifer. Abandonner pour faire quoi? Travailler chez Starbucks? Vivre dans notre sous-sol? Je déménage à New York. J'ai un travail. On m'a proposé un poste d'assistante éditoriale dans une maison d'édition. Une assistante éditoriale. Mon père a ri, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. C'est un poste de secrétaire amélioré. Rachel, tu gâches un diplôme de Northwestern pour un boulot de débutant payé peut-être 30 000 $ par an. C'est un début. C'est une catastrophe, l'a-t-il interrompu. Ta sœur a fait Yale, a fait des études de droit et travaille maintenant dans un grand cabinet à Chicago. Voilà à quoi ressemble la réussite. Pas à ça. Jennifer s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. J'ai travaillé comme une dingue pour construire ma carrière. J'ai tout fait correctement. Et toi, tu vas gâcher tes études parce que tu es malheureuse? C'est pathétique. Jennifer, disait ma mère chaque semaine. Non, maman. Il faut que quelqu'un le dise. Rachel a toujours choisi la facilité. Le lycée était trop dur, alors elle est d'abord allée à la fac. Maintenant, l'université est trop dure, alors elle abandonne. Quand est-ce que tu vas enfin grandir et finir quelque chose? J'ai fini la fac avec un 3,2 de moyenne, dit-elle. À peine. Et tu n'as été admise à Northwestern que grâce à ta dissertation sur le thème de l'éclosion tardive. Ça m'a blessée, car c'était en partie vrai. Mon parcours n'avait pas été traditionnel. J'avais galéré au lycée, fait des études supérieures, puis intégré Northwestern. J'étais fière de ce parcours. Ma famille l'avait accepté. C'est une erreur, dit mon père fermement. Une énorme erreur, et je ne te soutiendrai pas financièrement. Je ne te le demande pas. Tant mieux, parce que tu n'auras rien de nous. Ni argent pour le loyer, ni argent pour la nourriture, rien. Tu veux prendre des décisions d'adulte? Très bien. Assume les conséquences. Harold, dit ma mère, c'est dur. Elle a besoin d'apprendre. Patricia, elle ne peut pas se laisser porter par la vie en espérant qu'on la rattrape à chaque fois qu'elle échoue. Je n'échoue pas, dis-je d'une voix tremblante. Je fais un choix. Un mauvais choix, dit Jennifer. Tu as 20 ans, pas de diplôme, pas de compétences particulières, et tu déménages dans l'une des villes les plus chères du monde pour un boulot qui te paie probablement le SMIC. Tu sais comment on appelle ça? Un échec. Je me suis levée de table. Je devrais y aller. Rachel, attends, a commencé ma mère. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon manteau et je suis sortie dans la nuit froide de Chicago. 3 semaines plus tard, je déménageais à New York avec 1 800 $ d'économie et une valise pleine de vêtements. Le travail dans l'édition était exactement aussi mauvais que mon père l'avait prédit. Assistante éditoriale chez Artlett & Son Publishing, une petite maison d'édition prestigieuse spécialisée dans la fiction littéraire. Je gagnais 28 000 $ par an, je travaillais 60 heures par semaine, et mes principales responsabilités consistaient à faire les courses pour le café et à lire des manuscrits qui ne seraient jamais publiés.
Mon appartement à Brooklyn faisait 26 mètres carrés. La douche était dans la cuisine. J'entendais toutes les conversations de mes voisins à travers les murs fins comme du papier. Je mangeais des nouilles ramen 4 soirs par semaine. Ma famille m'adressait à peine la parole. Ma mère appelait une fois par mois pour me donner des nouvelles que je n'avais pas demandées. Jennifer s'était fiancée. Jennifer avait trouvé un partenaire. Jennifer avait acheté un appartement. Ta sœur réussit si bien, disait ma mère. On est si fiers d'elle. L'implication était claire. Contrairement à toi, Jennifer n'a appelé qu'une seule fois pendant ces 6 premiers mois. J'ai entendu dire que tu vivais dans un taudis à Brooklyn, disait-elle. Maman s'inquiète pour toi. Moi, je vais bien. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as fait une énorme erreur et que tu es trop fière pour l'admettre. Je suis contente, Jennifer. Tu as 20 ans et tu gagnes moins que le salaire minimum en calculant tes heures. Ce n'est pas du bonheur. C'est de l'illusion. Elle marqua une pause. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu pourrais te réinscrire. Retourner à l'école. Obtenir ton diplôme. Arrêter de faire honte à la famille. Faire honte à la famille? Oui, Rachel. Nous faire honte. Tu sais ce que je réponds aux gens quand ils me demandent de tes nouvelles? Je dois leur dire que ma sœur a abandonné ses études pour travailler dans l'édition. Tu te rends compte de l'effet que ça fait? Comme si je suivais ma passion? Comme si j'étais un échec? Comme si notre famille était incapable d'avoir 2 enfants qui réussissent? Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Ce fut notre dernière vraie conversation pendant 12 ans. Mais je n'étais pas un échec. Pas vraiment. Le travail dans l'édition était épuisant. Mais j'apprenais. Comment on acquiert les livres, comment on les édite, comment fonctionne le secteur. J'ai travaillé dur. Je lisais des manuscrits jusqu'à en avoir mal aux yeux. J'apprenais ce qui faisait une bonne écriture, ce qui créait des histoires captivantes. Après 2 ans, j'ai été promue assistante d'édition. Après 4 ans, rédactrice adjointe. Après 6 ans, rédactrice en chef. Je me suis forgé une réputation de découvreuse de nouveaux talents. 3 de mes auteurs ont remporté d'importants prix littéraires. 2 ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Mais plus important encore, j'avais trouvé ma véritable passion, aider les jeunes écrivains à perfectionner leurs articles. J'ai commencé à animer un atelier d'écriture à l'Université de New York. Un simple cours à temps partiel pour arrondir mes fins de mois. Mais j'adorais ça. J'adorais travailler avec les étudiants, les aider à trouver leur voie, les voir progresser. Une de mes étudiantes, professeure au département d'anglais, l'a remarqué. « Vous êtes une enseignante née », m'a-t-elle dit. « Avez-vous déjà envisagé une carrière dans l'enseignement supérieur? Je n'ai pas de diplôme. Vous devriez en obtenir un. Pas pour le titre, mais pour les opportunités. Avec votre expérience et votre talent, vous pourriez faire de grandes choses dans le monde universitaire. » Cette conversation a semé une graine. À 26 ans, je me suis inscrite au master de création littéraire de l'Université de Colombie. Je travaillais à temps plein. J'assistais à des cours du soir et j'écrivais ma thèse pendant mes heures volées dans le métro. Ce furent les 2 années les plus difficiles de ma vie. J'ai obtenu mon master en beaux-arts à 28 ans et une offre d'emploi de l'Université de Colombie pour enseigner l'écriture créative aux étudiants de premier cycle. À 30 ans, j'ai été promue maître de conférences. À 31 ans, j'ai publié mon premier livre, un recueil d'essais sur le monde de l'édition qui est devenu un best-seller inattendu dans les milieux universitaires. À 32 ans, je suis devenu professeur agrégé et on m'a proposé de rejoindre le comité d'admission de l'Université de Colombie. C'est là que tout a basculé. En lisant les dossiers de candidature, j'ai réalisé que j'avais le don de déceler le potentiel. Pas seulement dans les notes et les résultats au test, mais dans l'histoire que les étudiants racontaient, dans les difficultés qu'ils avaient surmontées, dans les perspectives uniques qu'ils apportaient. Je voyais les étudiants qui s'épanouiraient à Colombie. Ceux qui apporteraient une contribution significative. Ceux qui avaient simplement besoin de quelqu'un qui croit en eux, comme je l'avais fait toutes ces années auparavant. Lorsqu'IEL m'a contacté pour le poste de doyen des admissions, j'ai failli ne pas postuler. « Tu devrais le faire », m'a dit mon directeur de département. « Tu es faite pour ça. » Et Yel, c'est Yel, quoi. J'ai postulé.
6 entretiens plus tard, on m'a proposé le poste. Doyenne des admissions de premier cycle à l'université de Yale. À 32 ans, j'étais l'une des plus jeunes doyennes de l'Ivy League. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Celle qui avait abandonné ses études décidait maintenant qu'elle allait entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde. J'ai déménagé à New Haven en août 2024. Ma mère m'a appelé pour me féliciter, la première fois en 3 ans. Doyenne à Yale, m'a-t-elle dit. C'est formidable, Rachel. Ton père sera si fier. Vraiment? Silence. Il essaie. Il prend de tes nouvelles. Jennifer aussi? Nouveau silence. Ta sœur est très occupée. Elle a Amanda maintenant. Tu sais, elle a 16 ans. Une fille si brillante. Ma nièce. Je ne l'avais vue que 3 fois. Une fois bébé, une fois à 5 ans, une fois à 10 ans. Jennifer avait clairement fait comprendre que elle n'était pas la bienvenue dans la vie de sa fille. J'en suis sûre, ai-je répondu. Maintenant que tu vas bien, tu pourrais peut-être renouer avec Jennifer, avec nous tous. Peut-être, ai-je dit, sachant que je ne le ferai pas. La période de lecture des candidatures a commencé en novembre. Nous avons reçu 52 000 candidatures pour 1550 places. Chaque candidature a été lue par au moins 2 responsables des admissions. En tant que doyen, j'en ai personnellement examiné des milliers, y compris tous les cas limites et les situations particulières. C'était un travail éreintant. Lire les candidatures d'étudiants brillants qui avaient surmonté des obstacles incroyables. Des étudiants qui avaient créé des associations, mené des recherches, remporté des concours internationaux, des étudiants qui avaient survécu à la pauvreté, à la violence, au deuil. Nous allions devoir en refuser la plupart. C'était le plus difficile. J'étais dans mon bureau un vendredi soir de janvier 2025, en train d'examiner une pile de candidatures de la région de Chicago. J'avais les yeux fatigués. J'en étais à mon 4e café de la journée. Puis j'ai vu le nom Mandichin. Le nom de jeune fille de ma sœur était Chin. Son mari, David Chin, avocate d'affaires, elle s'était mariée 11 ans plus tôt. Mes mains se mirent à trembler. J'ouvris sa candidature. Mandagin, 17 ans. Lycée de Northbrook, Illinois. Moyenne générale de 4,0, non pondéré. Score SAT, 1570. Major de promotion. Finaliste du National Merit Scholarship Programme. Capitaine de l'équipe de débat, bénévole dans une association locale d'alphabétisation. Impressionnant. Très impressionnant. Elle avait postulé pour des études d'anglais. Elle voulait devenir écrivaine. Je fis défiler jusqu'à sa dissertation personnelle. Le sujet: réfléchissez à une situation où vous avez été confronté à un défi ou un obstacle. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Je commençai à lire. Ma famille ne parle jamais de ma tante Rachel. J'ai grandi en entendant des chuchotements. Comment elle a abandonné ses études? Comment elle a gâché ses opportunités? Comment elle est devenue la honte de la famille? Ma mère secouait la tête chaque fois qu'on lui posait des questions sur sa sœur. Rachel a fait ses choix, disait-elle. De mauvais choix. Pendant des années, j'ai pensé que ma tante était un exemple à ne pas suivre, un avertissement sur ce qui arrive quand on abandonne, quand on ne va pas jusqu'au bout, quand décevoir sa famille. Ma mère la prenait en exemple chaque fois que je me plaignais de l'école. Tu veux finir comme Rachel? Me demandait-elle. À enchaîner les petits boulots sans avenir parce qu'on n'a pas réussi à terminer ce qu'on avait commencé. La leçon était claire. Rachel était un échec. Le mouton noir de la famille. Celui qu'on avait surmonté. Puis, à 16 ans, j'ai fait une recherche sur elle sur Google. J'ai arrêté de lire, j'ai fermé les yeux. C'était la dissertation de ma nièce pour l'université, à propos de moi, sur le fait que j'étais l'échec de la famille. Je devrais me récuser. Transmettre cette candidature à un autre responsable des admissions. Ce serait la chose éthique à faire. Mais j'ai continué à lire. Je m'attendais à ne rien trouver, ou pire, à une confirmation du récit familial. Un triste profil Facebook, peut-être, mais un profil LinkedIn avec une série d'emplois sans intérêt. Ce que j'ai trouvé m'a choqué. Rachel Chin, docteur en beaux-arts, originaire de Colombie, auteur publié,
professeure, et maintenant doyenne des admissions de premier cycle à l'université de Yale. Ma tante, celle qui avait échoué, était la doyenne des admissions à Yale. Assise dans ma chambre, je fixais sa photo de professeur. Ma vision du monde entière, tout s'est effondré. Ma mère m'avait dit que c'était faux. Rachel n'avait pas échoué. Elle avait réussi de façon spectaculaire. J'ai approfondi mes recherches. J'ai trouvé son livre, À contre-courant, des voies alternatives dans l'édition et le monde universitaire. J'ai lu toutes ses interviews. J'ai découvert son parcours, Community College, Northwestern, abandon de l'édition, poste de professeur en beaux-arts, Yale. Ce n'était pas un parcours traditionnel, mais c'était un parcours couronné de succès. Cette découverte a tout changé pour moi. J'avais passé toute ma vie à suivre le chemin tout tracé. Des notes parfaites, des résultats parfaits aux examens, des activités extrascolaires parfaites. J'avais tout fait exactement comme on me l'avait demandé parce que j'avais une peur bleue de finir comme Rachel. Mais Rachel n'était pas un échec. Elle avait eu le courage de choisir sa propre voie malgré tous ceux qui lui disaient qu'elle avait tort. Elle avait bâti son succès selon ses propres termes. Je pleurais à chaudes larmes, les larmes coulant sur mes joues et tombant sur les pages de ma candidature. Cet essai ne parle pas de surmonter un obstacle. Il parle de découvrir que ce que je prenais pour un obstacle, la honte de ma famille, être le mouton noir était en réalité l'inspiration. Ma tante Rachel m'a appris que la réussite ne consiste pas à suivre le modèle de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'avoir le courage d'écrire sa propre histoire, même lorsque ceux qui sont censés vous soutenir vous disent que vous faites fausse route. Je veux étudier l'écriture créative à Yale. Je veux apprendre auprès de professeurs qui pensent différemment, qui valorisent les parcours non conventionnels, qui comprennent que parfois, le plus important est de refuser de renoncer à soi-même. Ma famille n'a surmonté aucun obstacle. Ils n'ont tout simplement pas compris que Rachel réussissait d'une manière qui leur échappait. Je ne veux pas commettre la même erreur. Je veux avoir le courage de poursuivre mes passions, même si elles ne correspondent pas à la définition de la réussite selon les autres. Je veux être comme ma tante Rachel, celle qui a échoué et qui est devenue doyenne. J'ai posé ma candidature et me suis pris la tête entre les mains. Pendant 12 ans, j'avais construit une vie sans ma famille. Je m'étais persuadée que je n'avais besoin ni de leur approbation, ni de leur reconnaissance, ni de leur amour. Et voilà que ma nièce, que je connaissais à peine, était en train d'écrire. Elle parlait de moi comme si j'étais son héros, me qualifiant d'inspiration, me défendant devant le comité d'admission dont je faisais partie. L'ironie était presque insupportable. J'ai pris mon stylo rouge, celui que j'utilisais pour mes notes et commentaires sur les candidatures. Puis je l'ai reposé. Je ne pouvais pas être objective. Loin de là. J'ai appelé mon assistant, le doyen Marcus Washington. J'ai besoin que vous lisiez une candidature. Conflit d'intérêt familial. Il est venu à mon bureau. Je lui ai tendu le dossier d'Amanda. Ne regardez pas mes notes, lui ai-je dit. Donnez-moi votre avis honnête. Il a tout lu, les relevés de notes, les résultats des tests, les lettres de recommandation, la dissertation. Une candidate solide, a-t-il dit. Vraiment solide. La dissertation est exceptionnelle, personnelle, perspicace. Elle témoigne d'une réelle évolution et d'une grande conscience de soi. Il a marqué une pause. Le conflit familial. Est-ce que cela vous concerne? Oui. La tante qui est maintenant doyenne. C'est moi. Il a sifflé doucement. C'est lourd. Que décideriez-vous si c'était à vous de décider? Je l'admettrais, a-t-il répondu sans hésiter. Elle a les qualifications requises. Sur le papier. Mais surtout, cette dissertation révèle exactement le type d'étudiant que nous recherchons. Quelqu'un qui remet en question les idées reçues, qui valorise les différentes voies vers la réussite, qui sait exprimer avec empathie les dynamiques familiales complexes. Il m'a rendu le dossier. Mais ce n'est pas à toi de décider. Tu le sais. Je le sais. Veux-tu que je le soumette au comité? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à Amanda, assise dans une salle de classe, attendant la réponse de Yale. J'ai pensé à Jennifer, se vantant sans doute auprès de tout le monde que sa fille avait postulé à Yale. Sans jamais mentionner que la doyenne des admissions était sa sœur adoptive. J'ai pensé à mon père qui me disait que je gâchais ma vie. J'ai pensé à moi, à 20 ans, pleurant dans ce minuscule appartement de Brooklyn,
me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Oui, ai-je dit. Soumets-le au comité. Mais Marcus, surtout, ne leur parle pas du lien familial. Laisse-les l'évaluer sur ses compétences. On réglera le problème plus tard. 2 semaines plus tard, le comité d'admission s'est réuni pour examiner les cas limites. La candidature d'Amanda. Son cas a été retenu pour discussion. Candidate prometteuse. Mais les places étaient limitées. Je me suis récusée lors de la discussion. Marcus m'a trouvée dans mon bureau 1 heure plus tard. Elle est admise, m'a-t-il dit. Vote unanime. Tout le monde a adoré sa dissertation. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Bien. Que veux-tu faire concernant la situation familiale? C'était la question. Yale envoyait les lettres d'admission le 28 mars. Amanda recevrait la sienne avec 1549 autres étudiants. Je pouvais me taire, la laisser la prendre comme tout le monde, ignorer tout lien, ou bien je pouvais faire le premier pas. Ce soir-là, assise dans mon bureau, je fixais la candidature d'Amanda, sa dissertation, les mots qu'elle avait écrits sur moi. Je veux être comme ma tante Rachel. À 21h47, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 12 ans. J'ai appelé ma sœur. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Allô, Jennifer? C'est Rachel. Silence. Alors, Rachel, il y a un problème? Non, tout va bien. Il faut que je te parle d'Amanda. Amanda, qu'est-ce qu'elle a? Sa voix s'est faite aiguë, empreinte d'une inquiétude protectrice. Il s'est passé quelque chose? Elle a postulé à Yale. Oui. Elle a postulé à 9 universités, en fait. On est très fiers. Elle s'est arrêtée. Attends, tu es à Yale maintenant? J'avais oublié. Je suis la directrice des admissions. Nouveau silence. Oh mon Dieu. Elle a repris son souffle. La candidature d'Amanda. Tu l'as vue? Je l'ai vue. Rachel, je te jure que je ne savais pas. On n'a pas postulé à Yale à cause de toi. Amanda voulait y aller pour le programme d'anglais. Elle ne savait même pas que tu y travaillais avant de postuler. Je n'y avais jamais pensé, Jennifer, l'ai-je interrompu. Tu as lu sa dissertation? Quoi? Oh, elle ne voulait laisser personne la lire. Elle a dit que c'était personnel. Tu devrais la lire. Pourquoi? De quoi parle-t-elle? De moi. Silence. Elle a écrit que j'étais le raté de la famille. J'ai continué en disant comment tu m'as utilisé comme exemple à ne pas suivre. Comment elle m'a cherché sur Google et a découvert que ce n'était pas vraiment un échec. Rachel, je n'appelle pas pour me disputer. J'appelle parce qu'Amanda a été admise. Quoi? Elle a été acceptée à Yale. Vote unanime du comité d'admission. C'est une candidate exceptionnelle. J'entendais Jennifer pleurer à l'autre bout du fil. Elle a été admise à Yale. Elle a murmuré, « Oh mon Dieu, Rachel, merci. Ne me remercie pas. Je me suis récusée. Elle a été admise grâce à ses mérites. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quoi? Ta fille pense que je suis une source d'inspiration. Elle a écrit une magnifique dissertation sur le courage de suivre sa propre voie, sur le fait de ne pas avoir peur d'être différente. J'ai marqué une pause. Jennifer, pendant 12 ans, tu lui as dit que j'étais un échec. Et malgré cela, ou peut-être grâce à cela, elle a appris l'une des leçons les plus importantes que l'on puisse apprendre, que le succès est différent pour chacun. J'avais tort, a dit Jennifer, la voix brisée. Rachel, j'avais tellement tort sur tout, ton abandon, tes choix. Elle s'est arrêtée. J'étais jalouse. Quoi? J'étais jalouse. Tu as eu le courage de quitter quelque chose qui ne fonctionnait pas. De choisir ta propre voie. J'ai passé ma vie à faire ce que tout le monde attendait de moi. Avoir de bonnes notes, un diplôme, un emploi, me marier, avoir un enfant, et je suis malheureuse. Je n'avais jamais entendu ma sœur parler comme ça. Je suis associée dans un cabinet d'avocats que je déteste, poursuivit-elle. Je travaille 80 heures par semaine sur des dossiers qui ne m'intéressent pas. Mon mariage bat de l'aile et ma fille me connaît à peine, car je ne suis jamais à la maison. Elle rit amèrement. C'est toi qui as été intelligente, Rachel. Tu as su ce que tu voulais et tu as tout fait pour l'obtenir. Moi, je me suis contentée d'obéir. Et maintenant,
Ma fille de 17 ans te prend pour modèle, toi, et pas moi. Jennifer sait que c'est vrai, et c'est normal. Tu as construit quelque chose d'important. Tu aides les étudiants à trouver leur voie. Tu as changé la vie de ta nièce sans même la connaître. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Je suis désolée pour tout ce que j'ai dit. De t'avoir traité d'échec. Pour t'avoir exclu de la vie d'Amanda. Tu n'as jamais été la honte de la famille. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Je pleurais de nouveau. Tu crois? Demanda Jennifer, hésitante. Tu crois qu'Amanda pourrait te rencontrer avant de choisir son université? Je pense que ça lui ferait très plaisir. J'aimerais bien. Et peut-être qu'on pourrait discuter plus longuement. Essayer de renouer des liens. Peut-être. J'ai dit que ça prendrait du temps. Je sais. Mais Rachel, je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a 12 ans. Je te le dis maintenant. Je suis fière de toi. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de son mariage, de son travail, de sa vie, de mon travail, de mon parcours, des choix que j'avais faits. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. 3 semaines plus tard, Amanda visitait Yale lors d'une journée portes ouvertes pour les étudiants admis. J'avais prévu de la retrouver pour un café près du campus. J'y suis arrivée en avance, nerveuse comme je ne l'avais pas été depuis mes propres entretiens d'admission. Elle est entrée à 14 heures, exactement la même taille que Jennifer, mais avec quelque chose de différent dans son expression, une expression pensive, curieuse. Elle m'a vue et s'est arrêtée. Tante Rachel, Amanda, bonjour. Nous nous sommes assises avec nos cafés. Une gêne palpable s'est installée entre nous. Finalement, elle a dit, « Tu as lu ma dissertation. » Oui. Je suis désolée si c'était gênant. Je ne savais pas que tu étais la doyenne quand je l'ai écrite. J'avais juste besoin d'écrire sur quelque chose d'important. Ne t'excuse pas. C'était une belle dissertation, sincère et perspicace. Elle a baissé les yeux sur son café. Ma mère m'a dit ce qu'elle disait de toi. Que tu étais un échec. Ah bon? Oui. Elle a pleuré en me disant qu'elle avait tort. Qu'elle avait été jalouse. Amanda a levé les yeux vers moi. C'est vrai que tu as abandonné Northwestern. C'est vrai. Et que tu as travaillé dans l'édition pour presque rien. C'est vrai aussi. Et que tu as obtenu ton master en beaux-arts tout en travaillant à temps plein? C'est vrai. Et maintenant, tu es doyenne à Yale. J'ai souri. Malheureusement, c'est vrai. Elle a ri. C'est l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Pas si incroyable que ça. C'était surtout du travail acharné et de l'obstination. Non, dit-elle sérieusement. C'est incroyable parce que tu l'as choisi. Tu n'as laissé personne te dire à quoi devait ressembler le succès. Tu l'as trouvé par toi-même. Nous avons parlé pendant 2 heures d'écriture, d'université, de ses peurs et de ses ambitions. Elle voulait être écrivaine, mais elle était terrifiée à l'idée de manquer de réalisme. Ma mère veut que je me spécialise en économie, dit-elle. Il faut avoir un plan B. Et toi, tu veux te spécialiser dans quoi? Anglais, écriture créative. Mais tout le monde dit que ce n'est pas réaliste. Je me suis penchée en avant. Amanda, sais-tu pourquoi je suis devenue directrice des admissions? Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie à entendre que je faisais les choses mal. Abandonner mes études, c'était mal. Publier, c'était mal. Obtenir mon master en création littéraire, c'était mal. Et chaque fois qu'on me disait que j'avais tort, je leur prouvais le contraire. J'ai marqué une pause. Maintenant, je peux aider des étudiants qui ne correspondent pas forcément au profil traditionnel. Des étudiants qui ont besoin que quelqu'un voie leur potentiel, pas seulement leur diplôme. Des étudiants comme toi. Des étudiants comme toi. Elle a corrigé doucement. J'ai souri. Oui. Des étudiants comme moi. Elle a choisi Yale, s'est inscrite en littérature anglaise avec une spécialisation en écriture créative. Je n'enseignais plus aux étudiants de premier cycle, mais j'ai pris des dispositions pour la rencontrer 1 fois par mois. Officiellement, des séances de mentorat, mais en réalité, nous apprenions à nous connaître. Ma relation avec Jennifer s'est améliorée lentement. Des appels téléphoniques toutes les quelques semaines, puis chaque semaine.
Elle a entamé une procédure de divorce cet été-là. Je préfère être une mère célibataire que de rester dans un mariage sans amour, m'a-t-elle dit. Elle a réduit ses heures au cabinet, a commencé à s'occuper réellement d'Amanda au lieu de simplement subvenir à ses besoins. J'essaie de m'améliorer, a-t-elle dit lors d'un appel. Pour Amanda, pour moi. Mes parents ont également pris contact avec moi. Des courriels maladroits au début, puis des appels téléphoniques. Nous avons eu tort, a dit mon père d'un ton sec lors de notre première vraie conversation en 12 ans à propos de ton abandon des études, de tes choix. Nous aurions dû te soutenir. Merci, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? Ta mère et moi aimerions te rendre visite. Voir Yael. Voir ce que tu as accompli. Ils sont venus en octobre. Je leur ai fait visiter le campus, leur ai montré mon bureau, les ai présentés à mes collègues. Mon père se tenait dans mon bureau, contemplant mes diplômes accrochés au mur. Colia, mon livre publié sur l'étagère, des photos de conférences, de mes interventions. Je suis désolé, dit-il doucement. Je t'ai traité de raté. J'ai dit que tu ne ferais rien de ta vie. Je me suis trompé. Tu avais peur. J'ai répondu. Tu voulais que je sois en sécurité. Je le comprends maintenant. Mais tu as trouvé cette sécurité malgré tout, même si c'était d'une manière différente de ce que nous avions imaginé. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Moi, mes parents, Jennifer, Amanda. La première fois que nous étions tous réunis en 12 ans. C'était gênant. Il y a eu des silences, des moments de tension, mais aussi des rires. Des histoires. Amanda racontait des anecdotes embarrassantes de ses débuts à l'université, ce qui faisait sourire tout le monde. À un moment donné, Amanda s'est penchée vers moi. « Merci », a-t-elle murmuré. « Pourquoi ?»« Pour être toi. Pour me montrer qu'il est normal d'être différent. » Je lui ai serré la main. Plus tard. En rentrant à mon appartement, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Dr. Chin, c'est Sarah Martinez. Je suis en terminale en Arizona. Ma conseillère d'orientation m'a donné votre adresse email. Mais je voulais vous appeler. Salut, comment puis-je vous aider? J'ai lu votre livre, à contre-courant. Ma conseillère me l'a conseillé parce que j'envisage d'abandonner mon double cursus. Tout le monde dit que je fais une erreur. J'ai souri, me souvenant d'un autre appel, avec une autre élève, 12 ans plus tôt. Je te comprends, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 45 minutes de sa situation, de ses objectifs, de ses craintes. Alors, que dois-je faire? A-t-elle fini par demander. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, ai-je répondu. Mais je peux te dire ceci, le parcours traditionnel fonctionne pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas le seul. Si tu as une vision claire et que tu es prête à travailler dur, il existe d'autres façons de réussir. Le regrettes-tu? D'avoir abandonné? J'y ai repensé, à ce minuscule appartement de Brooklyn, aux nouilles ramen, au rejet familial, aux années de galère. Pas une seconde, ai-je répondu. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, songeant à ce dîner de Thanksgiving d'il y a 12 ans. À cette nuit froide de Chicago, terrifiée et seule. À ces gens qui étaient censés m'aimer qui me traitaient d'échec. À cette vie que j'avais malgré tout construite. Mon téléphone a vibré. Un message d'Amanda. Merci pour le dîner. Je t'aime, tante Rachel Redard. J'ai dévisagé ces mots. Je t'aime. Quand un membre de ma famille m'avait-il dit ça pour la dernière fois? J'ai répondu, moi aussi, je t'aime, ma chérie. Le lendemain matin, j'étais de retour à mon bureau, à lire les candidatures. Une nouvelle année, plus de 5000 étudiants espérant décrocher l'une de nos 1550 places. J'ai lu chaque dossier attentivement, cherchant les élèves brillants, certes, mais aussi les profils atypiques, ceux qui avaient surmonté des difficultés, ceux qui avaient emprunté des chemins différents, ceux qui me rappelaient mon propre parcours. Car, en vérité, je les comprenais mieux que la plupart des responsables des admissions. Je savais ce que c'était que d'entendre dire qu'on faisait tout de travers. Je savais ce qu'il fallait pour prouver le contraire. Et je savais que parfois, les étudiants qui semblaient être des échecs sur le papier étaient en réalité ceux qui avaient changé le monde. J'ai pris un dossier. Un étudiant qui avait commencé ses études dans un IUT, changé d'université 2 fois, avec une moyenne de 3,4,
mais des lettres de recommandation exceptionnelles et une dissertation poignante sur son combat contre le sans-abrisme. La plupart des commissions d'admission l'auraient immédiatement rejeté. Sa moyenne était trop basse. Son parcours trop atypique. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu de la résilience, de la détermination, quelqu'un qui avait réussi malgré des obstacles insurmontables. J'ai pris mon stylo rouge et j'ai écrit en haut du dossier « Admission sérieuse. Examen par la commission recommandée ». Cet étudiant serait probablement admis, non pas grâce à ses notes, mais parce que je savais quelque chose que la plupart des gens ignoraient. La réussite ne consiste pas à suivre le chemin tout tracé. Il s'agit d'avoir le courage de tracer le sien. Même quand tout le monde vous dit que vous avez tort, même quand votre propre famille vous traite d'échec, surtout. Je repensais alors à la dissertation d'Amanda, à cette phrase qui m'avait fait pleurer. Ma famille n'avait surmonté aucun obstacle. Elle n'avait tout simplement pas compris que Rachel réussissait d'une manière qui lui échappait. Pendant 12 ans, j'avais cru que le rejet de ma famille m'avait brisé. Mais peut-être m'avait-il en réalité libéré. Libéré de construire la vie que je désirais, et non celle qu'ils attendaient de moi. Libéré de définir la réussite selon mes propres critères. Libéré de devenir celle qui pouvait aider d'autres étudiants à faire de même. L'étudiante qui avait abandonné ses études et qui est devenue doyenne. L'échec familial qui a changé des vies. J'ai souri et j'ai pris le formulaire de candidature suivant.